Les faits datent du 3 décembre 2020. Ce jour-là, à Déhay, en Guadeloupe, un homme de 67 ans, Claude Jean-Pierre, dit Clodo, se fait contrôler par des gendarmes. A priori, un contrôle n'est qu'un contrôle, mais la rencontre lui sera fatale, car les gendarmes vont se comporter avec lui de manière extrêmement brutale, comme l'ont montré ces images assez dures, révélées en mai 2021, par le média. Des images qui n'empêchent pas une sorte de reconstruction de ce qui s'est déroulé, reconstruction qui est en réalité un discours autodisculpant pour les gendarmes. Et forcément, une fois de plus, en dépit des images, le procureur de Basse-Terre requiert un non-lieu en février 2023. Pourquoi ? Eh bien parce que le décès de Claude Jean-Pierre ne peut pas être imputé aux gendarmes sur un plan pénal. Et bien entendu, je cite le procureur, un procureur qui se fonde notamment sur les conclusions d'un médecin expert agréé par la Cour d'appel de Basse-Terre, selon lequel, en gros, la manière ultra-violente par laquelle Claude Jean-Pierre a été extrait de sa voiture ne saurait expliquer son décès. Ces réquisitions choquent bien entendu l'opinion publique guadeloupéenne et les militants anti-violence policière au-delà de la famille. Rebondissement un mois plus tard, la juge d'instruction chargée de l'affaire annonce qu'elle compte procéder à de nouveaux actes d'instruction. Elle fait notamment appel à des professeurs praticiens hospitaliers de Strasbourg. Aujourd'hui, les investigations de la juge d'instruction de Basse-Terre ne sont pas terminées, mais les éléments du dossier auquel a eu accès Mediapart mettent en lumière les contradictions entre les versions des deux gendarmes et les expertises médicales sont accablantes. Pour évoquer ces derniers développements, nous avons fait appel à Fatia Alcabellar et Christophe Sinan, membres de la famille de Claude Jean-Pierre, fille et gendre de Claude Jean-Pierre. Bonsoir Fatia, bonsoir Claude. Bonsoir, merci de nous recevoir. Alors, est-ce que vous avez de l'espoir aujourd'hui avec la mise en lumière par Mediapart des incohérences des dépositions des gendarmes et également des nouvelles expertises médico-légales, Fatia ? Alors nous, on a toujours gardé espoir. Depuis le 3 décembre 2020, on se bat pour vraiment réclamer justice parce que les circonstances de ce contrôle ont toujours été troubles. Elles ont été troubles et c'est la raison pour laquelle on a porté plainte et on a demandé à avoir accès aux images de vidéosurveillance de la ville de Déhay. Les images effroyables, on les a toutes vues, on les a tous et toutes vues. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi, 4 ans après, malgré ces images, malgré les comptes rendus médicaux, on est toujours au même point. On a 2 agents de la gendarmerie qui ont aujourd'hui un statut de témoin assisté, qui continuent à travailler. L'un d'entre eux a même été promu. Et on se demande qu'est-ce qu'il faut encore, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que le magistrat se prononce enfin, qu'on ait une mise en examen de ces 2 personnes qui puissent conduire à un procès. Donc nous, on voit aujourd'hui cet article comme une lumière, puisque notre combat, il est long, il est compliqué. Et la montre, on a toujours cette impression que la montre joue contre nous, puisque plus les jours passent, et plus le système judiciaire prend plaisir à mettre sous silence cette affaire. Donc nous, aujourd'hui, on est content de cet article. On voit qu'il va dans le sens de la vérité. Il clame haut et fort ce que nous, on clame haut et fort également depuis 2020. Alors Christophe, les incohérences relevées par Mediapart, notamment sur les témoignages des 2 gendarmes, elles sont quand même énormes. J'imagine que vous n'êtes absolument pas surpris. Non, comme Fatia le disait, on n'est pas du tout surpris, puisque c'est ce qu'on clame depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences, il y a des mensonges, et qu'aujourd'hui, on l'avait exprimé déjà avec nos avocats, qui justement font un travail extraordinaire, on tient à le souligner. Et en fait, nous, on a tenu à faire en sorte que la population, les associations, les militants, les artistes qui nous soutiennent soient au courant de ce développement. Et puis, dès le début, on a clairement dit qu'on nous avait menti. Dès le début, on a clairement dit que les éléments retranscrits aux médecins étaient complètement incrédibles. Et donc, nous, ça ne nous surprend pas, parce que nous, on a toujours clamé haut et fort cette vérité, que les blessures constatées sont cohérentes avec les conditions de l'extraction qu'a subi Claude. Et les images, tout le monde les a vues, inutile de les commenter encore. On voit très bien qu'il y a une forte violence qui entraîne une tétraplégie immédiate. Et l'article de Mediapart le révèle encore aujourd'hui, où on constate que les lésions constatées, forcément, impliquent un décès par la suite. Parce qu'en fait, ce qui se joue, c'est la question de savoir est-ce que finalement, la manière dont il a été extrait de la voiture, pour aucune raison en réalité, parce qu'il ne représentait absolument aucun danger. Est-ce que c'est ça qui a entraîné sa mort ou si c'est autre chose? Alors, le procureur Xavier Sicot a considéré que c'était
finalement pas l'action des militaires qui avait entraîné son décès. Qu'est-ce qui se fait, selon vous, que cette affaire n'a pas été enterrée après les réquisitions du procureur Xavier Sicot? Parce que c'est ça, quelque part, entre guillemets, dans votre malheur, vous avez eu de la chance, c'est le fait que la juge d'instruction ne suive pas le procureur, en tout cas se rebelle quelque part contre le procureur, qui nous permet de continuer d'en parler, d'espérer un procès. Qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé la donne, selon vous, qui avait quand même des yeux dans le dossier? Alors, lors de notre audition le 5 juillet 2023, on a échangé avec le juge d'instruction en place sur ce dossier. Et elle nous a indiqué qu'il y avait encore des zones d'ombre dans le dossier. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de poursuivre les investigations. Et c'est également pour cette raison que depuis, que je ne me trompe pas sur la date, depuis mars 2023, une commission rogatoire est en cours. On attend les résultats de cette commission rogatoire. Je ne vais pas vous cacher que pour nous, ça fait très long, parce qu'on est dépendant des résultats de cette réquisition. Et à vrai dire, je me demande ce que pourrait apporter de plus cette réquisition, parce que la vérité, on estime qu'on l'a déjà. L'article de Mediapart est clair. Tout ce qu'on voit dans la vidéo est clair. Dans le sport, on dit que les images ne peuvent pas mentir. Ce sont des preuves indéniables. Pourquoi, dans la justice, ce n'est pas aussi un fait qui puisse être pris en compte? Je pense aussi qu'il y a aussi une réalité qui est la pression populaire et la pression des associations, aussi bien militantes, syndicales, même les parlementaires se sont prononcés à l'annonce des réquisitions du non-lieu demandé par le procureur Xavier Sicot. Et donc je pense que la juge a bien compris que la pression était telle qu'une autre décision, on connaît le contexte social en Guadeloupe, toutes les problématiques qu'on a, le chômage, le problème d'eau, le chlordécone, etc. Donc, rajoutons encore une injustice sociale dans ce département déjà très, très, très maltraité. Donc, je pense que ça aurait été une goutte d'eau qui peut favoriser à des révoltes, on va dire les mots. Donc, je pense que nous, tout ce qu'on fait depuis le début va dans le sens de l'apaisement, de la justice, de la vérité. Et puis aujourd'hui, les responsables, ce n'est pas nous. Ceux qui sont mis en cause, ils sont clairement définis. Et aujourd'hui, on a un magistrat instructeur qui doit prendre ses décisions. Et il doit prendre une décision puisque encore aujourd'hui, on a eu beaucoup d'appels venant de la Guadeloupe. Donc la pression, elle est encore là. Encore ce week-end, il y a eu un collectif qui a fait une manifestation devant la mairie de DL, lieu où a eu lieu ce crime. Donc 4 ans après, ce qui est plus compliqué, c'est de durer. C'est de maintenir cette pression populaire, cette pression médiatique. Et donc, grâce au soutien, grâce à la mobilisation de la famille, on réussit à tenir le coup, mais ce n'est pas toujours évident. Mais après 4 ans, quand même, on se dit qu'il est temps quand même que quelque chose bouge et change dans ce dossier. Alors, est-ce que vous considérez qu'il y a une sorte de système qui organise l'impunité policière en Guadeloupe? Parce que finalement, c'est quand il y a eu une sorte de déport de l'expertise médico-légale à Strasbourg qu'il y a eu une consolidation de ce que, en fait, enfin, de cette réalité selon laquelle, en fait, c'est cette manière de sortir Claude Jean-Pierre de sa voiture qu'il a tué, en fait, d'une certaine manière, alors que il s'est trouvé des experts en Guadeloupe pour dire non, en fait, il n'y avait pas de lien. Est-ce qu'il y a une sorte... Enfin, c'est petit la Guadeloupe, il y a une histoire coloniale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très spécifique qui fait qu'on étouffe encore plus qu'ailleurs en France ce genre d'affaires? Alors, on a plusieurs problématiques chez nous. D'ailleurs, pas mal de ces problématiques sont relevées dans le film documentaire L'État républicain qui a été réalisé par Harry Ozelmack. On a des spécificités en Guadeloupe. On a un système particulier et les violences d'État, les violences institutionnelles, on les connaît chez nous. Ce sont des choses qui sont ancrées chez chaque Guadeloupéen. Et c'est pour ça, en fait, que dans notre malheur, on arrive à toucher beaucoup de Guadeloupéens et beaucoup de personnes qui s'identifient au malheur qui nous touche aujourd'hui. Après, il est important, comme vous le soulignez, de faire sortir ces affaires de nos îles. Parce qu'en fait, si on reste cantonné à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, les choses n'évoluent pas. Il faut internationaliser nos combats pour vraiment qu'ils prennent une autre envergure et qu'on ait une autre visibilité. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on a eu des articles de France Antilles, qui est la presse de la Guadeloupe, on a eu des articles d'RCI, mais pas avec le même impact qu'un article de Mediapart, par exemple.
l'article de Mediapart est sorti aujourd'hui et on est pas mal sollicité. On a des choses qui sont mises en lumière et en évidence de par tous les éléments qui ont été mis à disposition et qui ont pu être retrouvés par les journalistes de Mediapart. Donc c'est important dans ce type de combat de faire sortir les affaires de nos îles. Oui, Christophe? Et je pense effectivement que le côté systémique, c'est important de revenir là-dessus, puisque effectivement, comme Fatia disait, le documentaire d'Harry montre une certaine proximité. Harry Roselmack, donc une star de la télé, de TF1, qui a sorti le documentaire L'État républicain, tout à fait. Qui finalement évoque cette affaire. Bon, le documentaire n'a pas eu l'écho qu'il aurait pu avoir, mais en tout cas, il y a eu un certain écho, et Harry Roselmack n'est pas n'importe qui. Oui, tout à fait. Donc, on continue encore à promouvoir ce documentaire. Et donc, en fait, à travers ce documentaire, on se rend compte qu'il y a un véritable problème systémique qui met en avant certaines difficultés que l'on rencontre dans différentes affaires, telles que l'affaire Didier Assor et Ronnie Sely, ou qui se sont fait tuer pratiquement à bout portant avec des chargeurs vidés. Et ce côté systémique, j'ai envie de le dire, on le retrouve également en France hexagonale, avec une quantité incroyable de décès pour refus d'obtempérer. Je pense que la peine de mort a été abolie, ça fait longtemps en France. Donc on ne peut pas admettre aujourd'hui que des jeunes, et bien souvent racisés, meurent encore aujourd'hui sous les balles de la police. Ça, on ne peut pas continuer à l'accepter. Donc on pense que le côté systémique du problème, il est à mettre en évidence. Donc c'est pour ça qu'on tient aussi à rencontrer prochainement des parlementaires pour évoquer cette situation, notamment de Claude Jean-Pierre, des différents crimes qui ont eu lieu en Guadeloupe. Il y a aussi les crimes, j'ai envie de dire, de mai 67 qui sont passés sous silence, que personne pratiquement ne connaît en France hexagonale. Alors, mai 67, ce sont des ouvriers, des syndicaux qui se révoltent par rapport à leurs conditions de travail et qui se retrouvent fusillés sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc le rapport de la commission Stora fait état d'au moins 80 morts sur le sol de la République française. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu ne serait-ce que l'ouverture d'un réquisitoire pour savoir ce qui s'est passé ce jour. Alors, pour continuer à parler d'un caractère systémique, des déclarations de gendarmes qui sont rapportées par Mediapart montrent à quel point Claude Jean-Pierre a été déshumanisé pendant qu'il était agonisant. Exemple, ses propos du chef de patrouille: il se laisse tomber, il va se faire mal, il fait le mort, dans une heure il peut être chez lui s'il ne fait pas l'andouille. Un gradé qui dira par la suite être rompu aux spécificités des contrôles outre-mer, et je mets beaucoup de guillemets là-dedans. Il y a tout le moins du racisme dans tout cela, Fatia, parce qu'on parle quand même d'un papy, en fait, d'une certaine manière. A priori, il n'y a aucune forme d'identification de ces gendarmes à ce monsieur qui a un certain âge. Et d'ailleurs, ils le disent. Donc, mais ils ne le respectent pas, en fait. Alors, c'est des propos qui ont été choquants pour nous. Les images, aujourd'hui, je ne les ai toujours pas vues dans leur intégralité parce que c'est des images qui sont trop difficiles pour moi et trop dures. Mais de voir de tels propos, ça reste tout aussi dur. Parce qu'en fait, peu importe la couleur, peu importe le sexe, peu importe l'âge, ce sont des propos qu'un agent de gendarmerie n'a pas à tenir. Ce sont des personnes qui sont au service de la population. Et quand on est sous l'autorité, sous la responsabilité, d'un agent, on n'a pas à tenir ces propos-là. On doit se sentir en sécurité. Et là, en l'occurrence, mon papa ne l'a pas été. Il n'a pas été mis en sécurité, il n'a pas été sorti de son véhicule en toute sécurité, parce que s'il l'avait été, je ne serais pas là aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait même pas de péril, c'est-à-dire on regarde les images 100 fois, 1000 fois, il n'y avait pas de péril. C'était en fait de la brutalité gratuite. C'est de la brutalité gratuite, du mensonge gratuit, parce que dans un premier temps, on a eu en fait une déclaration des deux gendarmes qui nous disait qu'il y a eu un refus d'obtempérer. Oh, alors, je vais spécifier, dès le départ, les gendarmes montent. Il est question d'un homme amené aux urgences parce qu'il est en hypotension dans un contexte d'ivresse aiguë, d'un chauffard qui a tenté de prendre la fuite ou qui aurait cogné la tête au volant en descendant du véhicule, d'un accident de la voie publique, d'un individu qui aurait été retrouvé la tête sur le volant. Bon, là, c'est un roman, en fait. Ça fait beaucoup de versions pour une seule et même scène. Alors, justement, avant les premières images de vidéosurveillance que nous avons publiées à l'époque, qui détruisent toutes ces fantaisies, en fait, on aurait pu croire à ces histoires, même si quand on voit beaucoup d'histoires qui se succèdent, on se rend compte bien qu'il y a un problème.
Mais on a l'impression que malgré ça, les gendarmes jouissent d'une forme de crédibilité judiciaire, en tout cas au parquet de Bastia. Parce que si vous avez menti a priori, on doit vous considérer comme un menteur, mais on a l'impression qu'en tout cas, au parquet, ils sont quand même crédibilisés, on croit ce qu'ils racontent. Alors que on sait qu'ils ont menti, même si on ne sait pas sur tout, on ne sait pas tout sur ce sur quoi ils ont menti, on sait qu'ils ont menti, mais ça ne change rien en fait. Bah oui, c'est ça. À partir du moment où on a des preuves de ce mensonge, ça devrait conduire à une mise en examen. Je vais prendre n'importe quelle personne lambda, personne non couverte par l'uniforme. Cette personne est aujourd'hui... Et non assermentée en plus. Voilà, cette personne est aujourd'hui derrière les barreaux. Donc ça fait 4 ans que ces mensonges ont été mis en lumière par une vidéosurveillance, ont été démentis par des rapports médicaux, et pourtant, rien ne se passe. Donc vous considérez que finalement le fait que la procureure, la juge d'instruction ait finalement donné une deuxième vie à cette affaire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans la mesure où cette deuxième vie a été donnée. Ça ne rassure pas en tout cas. Ça ne rassure pas. Ça fait 2 ans qu'elle a donné une deuxième chance. Une deuxième chance. C'est pas le bon terme, mais ça fait 2 ans que l'affaire a été relancée. Et pourtant, en 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. La commission rogatoire n'est pas rentrée. On a été auditionné, certes. On a eu un rapport médical, certes. Et malgré tous ces éléments qui vont toujours dans le sens de la vérité, on est au même point. Et pareil, on a des avocats qui essaient de se battre sur le plan juridique pour faire bosser les choses, pour faire avancer les choses, pardon. Ils vont régulièrement au bureau de la juge en charge de l'affaire afin de savoir s'il y a des avancées, s'il y a des évolutions. On a soumis récemment une requête à savoir à ce que les 2 gendarmes soient auditionnés à nouveau. On a demandé également une mise en examen. On nous a fait le retour que des parties civiles ne pouvaient pas demander une mise en examen des gendarmes. Donc on se dit mais que ces magistrats qui sont en charge de ces affaires, le procureur qui a la possibilité également de mettre les 2 gendarmes en examen, ils ont la même visibilité que vous, que nous, que la population sur les éléments du dossier. Et une meilleure visibilité. Bien sûr. Et en plus, ils ne sont pas soumis au secret de l'instruction. Donc, ils peuvent très bien révéler ce que comporte ce dossier. Donc, on a un de nos avocats qui pose une question toute simple. Est-ce que ce jour-là, si Claude n'avait pas été extrait du véhicule, est-ce qu'il serait mort? Et c'est la question qu'on a envie de poser. C'est est-ce que s'il n'y avait pas eu les caméras de vidéosurveillance, est-ce que tout cela n'aurait pas été tout à fait enterré? L'article de Mediapart en est le parfait exemple, vu les mensonges qui y sont répertoriés. Donc clairement, notre parole n'aurait pas fait long feu face aux mensonges des gendarmes. Et en fait, c'est un réel problème de société. C'est un réel problème dont les politiques doivent se charger également, puisqu'on ne peut pas avoir des agents assermentés qui mentent et qui portent encore l'uniforme aujourd'hui. Et dans le mensonge, personne ne fait cas de leur mensonge. Vous dites qu'ils portent encore l'uniforme. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus, ces gendarmes? Alors nous, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est que l'un d'entre eux a été promu. L'adjudant en chef, il a été promu. Et donc, et le second, on n'a pas de nouvelles du tout. Mais on sait en tout cas qu'ils sont toujours en poste, ou on ne sait pas, on n'a pas exactement toutes les informations, mais déjà ça c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas être mis en cause dans une affaire telle que celle-là et être promu. Le message envoyé, il n'est pas correct, il n'est pas respectueux envers une famille qui est endeuillée et qui ne peut pas faire son deuil. C'est juste inacceptable. Et envers l'État auquel vous avez menti. Tout à fait. Fatia, est-ce que, face à ça, on n'a pas l'impression d'être un citoyen entièrement à part de seconde zone, c'est-à-dire ne même pas avoir le droit, justement, en tout cas, un procès dans des délais raisonnables quand notre père perd la vie de cette manière après avoir été finalement dépouillé de sa dignité par des agents assermentés, des gendarmes? Quel est le rapport qu'on entretient avec l'État? Alors, quand on vient de la Guadeloupe, on se rend compte déjà qu'on est un citoyen totalement à part. Parce qu'on a un système qui est complètement différent. Et là, de vivre cette injustice depuis 4 ans, on a l'impression de crier, de pas être entendu. De ne pas être entendu par un système qui est censé nous protéger et qui est censé légiférer, en fait, la société. On a un homme de 67 ans qui est décédé
dans des circonstances, dans les premiers jours, troubles. Et au final, quand on a une vidéo qui vient lever le voile sur tout ce contrôle, c'est des circonstances qui sont révoltantes. Et aujourd'hui, si on n'avait pas, Christophe et moi, la famille derrière, les politiques, les artistes, les associations qui nous soutenaient, on ne serait plus là. Donc, pourquoi infliger ça à des familles qui se battent pour simplement avoir une justice équitable? La justice, elle devrait être pour tout le monde. Elle est censée être pour tout le monde. On a des agents qui sont censés nous protéger, une justice qui est censée nous protéger, un système qui est censé nous protéger. Et on se rend bien compte que malheureusement, le système, comme nous, on le voit depuis 2020, est une machine qui est là pour nous broyer. Des familles de victimes qui sont broyées par la machine judiciaire, il y en a beaucoup. On ne va pas les citer parce qu'on en aurait pour plusieurs heures, plusieurs jours même. Mais il faut vraiment, en fait, que, à travers tous ces drames, on puisse tirer de bonnes leçons, qu'on puisse faire évoluer les choses. Et Christophe le disait tout à l'heure, on a une rencontre qui doit être normalement prévue la semaine prochaine avec des parlementaires, des hommes politiques, afin de vraiment pouvoir trouver des solutions, trouver des choses qui puissent être mises en place pour que ces genres de crimes et de longs combats judiciaires ne se reproduisent plus. Parce que nos vies sont entre parenthèses depuis 4 ans. Merci, bon courage à vous, Fathia, Christophe. Merci à vous. On continuera bien entendu aux médias de suivre cette affaire. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir regardé cette édition de notre émission Au cœur de l'actu sur notre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7, sur lemediatv.fr. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via l'adresse contact@lemediatv.fr si vous nous regardez à la télé. Si vous pouvez bien entendu, soutenez-nous. Soutenez notre travail de journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Dans tous les cas, restez connectés aux médias.